Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un épisode un peu particulier en compagnie de Sarah Pérez, médium et amie que j'ai déjà interviewée cette année. Cet épisode va être particulier car Sarah a accepté de se prêter à une expérience atypique, expérience qu'elle avait déjà réalisée en direct sur la chaîne YouTube On ne vous demande pas d'y croire de Philippe Ferrer. Elle va, dans cet épisode, canaliser des défunts célèbres. J'ai donc préparé en amont une liste de noms d'horizons très variés, culturels, artistiques, spirituels, historiques. Liste qu'évidemment elle ne connaît pas et donc elle va choisir aléatoirement un nombre sur cette liste et tenter de se connecter à l'énergie de ce défunt. Il est important de préciser qu'après chaque échange avec ces défunts, je vous ferai un retour détaillé sur les éléments que j'ai pu rassembler, donc a posteriori, et qui permettront de confirmer ou d'infirmer les informations qui ont été transmises par Sarah. Mon objectif à travers cet épisode, qu'on s'entende bien, c'est pas du tout de faire du sensationnel, mais plutôt de vous faire vivre l'expérience du comment une médium peut canaliser des défunts. Un peu comme je l'ai déjà d'ailleurs fait dans d'autres épisodes précédents. Je remercie donc très sincèrement Sarah d'avoir accepté ce challenge et je vous souhaite une très belle écoute. Alors bonjour et merci Sarah de te prêter à cet exercice. Merci d'avoir accepté de jouer ce jeu. Merci aussi par avance à tous les défunts qui voudront bien se présenter. Donc comme je le disais en introduction, il y a une liste de 30 noms et parmi ces 30 noms, je vais te faire choisir. Au hasard évidemment, je précise que tu ne connais aucun des 30 noms que j'ai écrits, en tout cas, enfin, tu les connais parce que forcément c'est des personnalités connues pour certaines, pour la plupart, mais évidemment tu les connais pas, enfin tu ne sais pas quel nom j'ai mis à quelle place. Donc tu vas choisir entre 1 et 30 et puis on va voir si une connexion s'établit. Je te laisse me dire, Sarah. Alors, je voulais partir sur le 15, mais je vais dire le 16. D'accord. C'est rigolo parce que je savais ce matin que tu allais choisir le 16. Le 16, c'est Jean Moulin. Jean Moulin. Ok. Euh, alors attends, je me l'écris sur un petit bout de papier. Le nom me dit quelque chose, mais j'arrive pas à savoir si c'est... Bon, il me dit rien. De toute façon, comme ça, on va voir ce que j'ai. Déjà, est-ce que tu ressens sa présence? Est-ce que tu ressens une présence? J'ai envie de te dire des présences depuis hier soir, j'en ai, j'en ai plein. Après, dire si c'est lui ou pas, je vais me connecter. D'accord. Est-ce que c'était un monsieur, juste si tu peux me dire qu'il avait un chapeau sur la tête? Il avait l'habitude Oui, tout à d'un fait. chapeau? Ok, Tout à parce que fait. je C'est vois comme ça quel... qu'on le connaît. Ok. Est-ce que je vois un monsieur avec un chapeau? Alors, moi, l'image que j'ai, c'est lui qui est debout et derrière, il y a un banc. Alors, pourquoi est-ce que j'ai cette vision-là? Peut-être que c'est parlant par rapport à son histoire ou pas, mais en tout cas, moi, je te dis, c'est comme ça que je le vois. Euh, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir beaucoup à dire, mais en même temps, il parle peu, il parle bien. Alors, attends, j'essaie de voir parce que là, c'est comme s'il m'observait en train de se dire, mais enfin, il se dit pas ça parce que s'il est là, c'est qu'il s'est présenté. Mais c'est un peu en mode qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là. Donc alors attends. Je sais pas pourquoi là, ce qu'on me montre, c'est comme si là où il était ou là où il était mort ou ces derniers instants, c'est un endroit où il voulait pas. Enfin, c'était pas forcément le lieu où il était le mieux de son vivant. C'est comme s'il avait un endroit qui, on me montre quelque chose de très vert avec peut-être comme un cours d'eau ou quelque chose où il y a une barrière, il aimait être là, tu vois, comme s'il y avait un ponton ou même un pont. Et ce qui me montre, c'est comme s'il aimait être là et comme s'il n'avait pas passé ces derniers instants euh, à l'endroit où il aurait voulu. Euh, je sais pas pourquoi, il me montre ses jambes, comme si ses jambes c'était quelque chose où ça avait pu l'handicaper ou le freiner. J'arrive pas à comprendre ce qu'il me montre, mais en tout cas il y a quelque chose avec ses jambes, notamment la jambe plutôt gauche, je dirais, parce qu'il est face à moi. Donc oui, la jambe gauche. Alors je sais pas si c'est au niveau du genou ou des articulations, mais c'est comme si il avait pu avoir quelque chose de ce côté-là qu'il avait freiné dans sa vie ou qui avait pu être un handicap. Il a eu une fille, ce monsieur? C'est une bonne question, je vais te dire ça. Bon, t'es pas obligé parce que je vois une jeune fille.
En fait, c'est comme si, là, je te décris l'image, comment je le perçois. C'est comme si on était vraiment vers ce banc et qu'il faisait défiler devant moi des souvenirs. Donc cette fille que je vois tourner autour de lui, pour moi, c'est comme si c'était un souvenir. Hmm, d'accord, d'accord. Et je la vois plutôt aux alentours de entre 8 et 12 ans, quelque chose comme ça. Je sais pas qui c'est cette fille, elle a les cheveux courts, je dirais carrés ou aux épaules. Euh, je sais pas, c'est une fille qui a l'air gaie, qui a l'air heureuse et je sais pas, on me dit c'est comme si pour lui c'était important d'avoir de la famille ou d'avoir de la vie autour de lui. C'était un peu une source d'inspiration. J'ai l'impression que de là où il écrivait, c'est ce qu'il est en train de me dire. Alors je sais pas si c'est écrivain, mais en tout cas il me montre qu'il écrivait. Et de là où il écrivait, il avait comme accès ou vue sur des enfants qui jouent ou de la vie. Tu vois, comme s'il écrivait à une fenêtre et de sa fenêtre, il voyait la vie passer, il voyait. Et on me montre vraiment cette fenêtre et cette vie. Alors, je sais pas si c'est une fenêtre symbolique, en mode j'aimais regarder la vie et c'est ça qui m'inspirait, ou si c'est vraiment le cas. Et ce que je vois, tu sais, les fenêtres avec plein de carreaux. Je sais pas si tu vois où t'as plein de petits carreaux et c'est comme si c'était ouvert et il y a cette petite fille qui court, qui rigole. Voilà, c'est ce qu'on me montre. Ok, ok, ok. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander quel regard il porte sur ce qu'a été sa vie de manière générale? Moi, je sais pas, déjà, ce qu'il me dit, c'est qu'il a manqué de temps. Euh, il a manqué de temps et parfois il a travaillé ou il a vécu dans l'empressement. Je sais pas pourquoi il me dit ça, mais c'est comme s'il fallait faire vite, fallait faire vite. Euh, je sais pas si c'est quelqu'un qui a beaucoup déménagé ou qui a dû beaucoup bouger, mais en tout cas, cet empressement, pour moi, c'est lié à ça. C'est le fait de devoir bouger ou le fait de pas pouvoir rester. Il faut partir. Il faut pas rester, il faut partir. Tu vois? Oui, une sorte d'empressement permanent, c'est ça? Ouais. Et Ok. ça, j'ai manqué de temps. Et pour moi, c'est comme si, tu vois, quelqu'un qui emménage, qui se pose, qui enfin se dit, ça y est, j'ai ouvert tous mes cartons. Et au moment où t'as ouvert le dernier carton, il faut les refaire pour repartir. Et j'en ai, mais la chair de poule dans tout le corps, là, quand je te dis ça. Hmm. Eh oui. Après, il me dit, j'ai pas été malheureux, on peut pas dire ça comme ça. Tu vois, comme s'il y avait pire. Euh, il y avait pire, il y avait, c'est pas pire qu'il me dit, c'est comme s'il y avait plus grave, il peut pas dire qu'il a été malheureux, mais il y a des choses où il aurait aimé que ça se passe différemment, tu vois. Avoir plus de temps, être plus posé, euh, pouvoir dire des choses qui pour moi n'ont pas pu être dites aussi au niveau. Alors je sais pas si c'est à sa mère ou j'aurais tendance à dire à sa mère parce que j'ai comme s'il avait pas pu dire des choses. Enfin, elle me dit maintenant elles sont dites les choses, mais de son vivant c'est comme s'il avait pas pu dire par pudeur ou par quelque chose pour moi au niveau. Alors si c'est pas sa mère, c'est une figure maternelle, mais c'est quelqu'un qui était considéré comme sa mère. Je vais t'en dire un petit peu plus sur qui il est parce que ça va quand même, c'est quand même important. Donc en fait, c'est une figure de la résistance française. Pendant la Seconde Guerre mondiale, et il a été arrêté par les Allemands et il est décédé donc après avoir été torturé. Il est décédé dans le train qui l'amenait vers l'Allemagne. Euh, et avant ça, il était préfet. Préfet, il a pas mal bougé, euh, que ce soit lors de son service militaire ou dans sa carrière administrative. D'accord. Ouais, mais c'est pour ça, le nom me. Mais moi, c'est l'écriture qu'on me montre, et c'est fou parce que quand je te disais c'est pas pire, il me parlait des nazis. Et je me suis dit, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas? Parce qu'en même temps, tu vois, enfin, j'ai pas envie de rentrer dans ces trucs-là, mais en même temps, du coup, tu me confirmes, et je comprends de ce que je te dis. Et le fait de pas mourir à l'endroit où Ouais. il aurait aimé être. Et il est décédé relativement jeune, puisqu'il avait une quarantaine d'années, 44 ans si je dis pas de bêtises. Et donc, ouais, forcément, il y a probablement eu des non-dits ou des choses qu'il n'a pas eu le temps de dire, évidemment, pas eu le temps de faire, pas eu le temps des regrets par rapport à ça. C'est ce qu'il avait l'air d'exprimer, c'est ça? Mm. Ouais, mais là, de ce qu'il me dit, c'était avant ça. C'est Ah quelque ouais. chose qu'il aurait aimé dire avant, tu vois. Avant même qu'il se passe tout ça, c'est comme s'il y avait des choses qui avaient pas été exprimées. Hmm. Euh,
avant, enfin, même que tout soit cette énergie-là il est prisonnier, tout ça. C'est même avant ça, c'est pas en étant captif, il se dit, ah, bah j'aurais dû lui dire ça. Ouais. C'est déjà quelque chose qu'il regrettait avant de pas avoir dit, Hmm, ou ok. qu'il aurait aimé exprimer et qui, en moment où vraiment c'est coincé, j'ai pas la force de le dire. Je sais pas, on parle de pudeur, mais en même temps c'est comme si un homme ou un jeune garçon devait pas dire ces choses-là, ou tu vois quelque chose, on n'exprime pas ses sentiments ou quelque chose de cet ordre-là, tu vois. Oui, lié à l'éducation probablement. Mais c'est fou parce que tu me dis qu'il est mort jeune et moi je le vois un peu comme un vieillard. Mais il me dit c'est comme ça que je me sentais, c'est comme ça que je me sentais et j'ai vraiment la partie gauche. Alors je sais pas au niveau des tortures ou quoi, mais on me montre la jambe gauche. D'accord, ouais, ça, j'ai pas la précision. Euh, ok. Est-ce qu'il peut nous dire ce qui est sa vie dans l'autre monde euh, depuis qu'il est donc parti? Moi il me dit qu'il est loin de tout ce qui est question d'ordre. Déjà il y a une période où c'est comme si, il me montre, c'est comme s'il avait flotté. C'est l'image qu'il me montre. C'est comme s'il avait été surpris par la légèreté de tout ce qui pouvait. On me dit la légèreté et le fait d'être omniprésent partout à la fois, c'est ce qu'il me dit, de pouvoir aller aussi bien d'un endroit à un autre. Ça, c'est quelque chose il en a bien profité, c'est ce qu'il me dit. C'est, tu vois, comme des vacances un peu. Mais il me dit par Ouais, contre, on reprend un peu de ses esprits, quoi. ouais. Mais il me dit, par contre, tout ce qui est de l'ordre politique, ça, pour lui, c'est loin. Enfin, c'est comme s'il avait pris du recul par rapport à tout ça. Mais par contre, il me dit, mais je veille quand même au grain. Alors, tu vois, il garde un œil dessus, mais en même temps, il est très très détaché. Euh, Tu vois, c'est comme s'il pouvait aider certaines personnes à faire en sorte que des choses ne se reproduisent pas ou qu'on n'aille pas dans une même voie. Mais en même temps, il n'a pas envie d'agir. J'ai pas la force et j'ai pas l'envie. Tu vois, c'est ce qu'il me dit. Mais pour moi, je sais pas pourquoi, mais l'écriture c'est important. Ça arrête pas de écrire, écrire, écrire. Je sais pas s'il a des ouvrages ou des... Il me dit non, mais il aimait bien écrire. Je sais pas. C'est Ouais, effectivement, je crois pas qu'il y ait d'ouvrage particulier, mais il faudrait voir dans les autobiographies, enfin dans les biographies plutôt. Il faudrait voir dans les biographies ce qui se dit de ce côté-là, mais Je pense qu'il a dû tenir un journal. Alors c'est pas un journal intime, on me dit c'est comme un journal de bord. Il a tenu un journal de bord. Si tu, je vois la date. Je sais pas comment il écrivait, mais je vois une belle écriture. Après c'est subjectif, hein, ce qui peut être beau pour moi peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Mais pour moi, il a tenu un journal de bord. Moi, la petite que je vois, c'est, alors peut-être c'est une sœur, je sais pas, mais en tout cas c'est 8-12 ans, je la vois. Une fille avec des cheveux plutôt courts et qui rit et qui rit. Alors est-ce que c'est quelque chose qui lui permettait de tenir ou j'en sais rien, mais moi ce que je vois c'est comme s'il écrivait et qu'il y a cette fenêtre et il y a la vie. Alors est-ce que c'était pendant sa captivité, c'était un truc qui s'était fait pour tenir, j'en sais rien. Parce que là je le vois reculer. Alors attends, est-ce que c'est parce qu'il a pas envie de parler de tout ça? Vas-y, dis-moi, vos avis. non, j'allais te dire qu'effectivement, il y a un ouvrage qui s'appelle, qui est un journal posthume en fait, euh, qui a été publié en 1947, donc qui s'appelle Premier combat. Allez, la chair de poule quand tu me dis ça. Ok, qu'est-ce que ça lui évoque du coup, lui, cet ouvrage-là? J'ai l'impression, alors je sais pas si c'est moi qui ai du mal à me connecter, mais j'ai l'impression que cette vie-là, c'est comme si c'était dur pour lui de se remettre dans ce, tu vois, de d'évoquer des trucs un peu pas beaux. C'est comme si c'était dur. On parle souvent, tu sais, y remettre un costume pour revenir, et j'ai l'impression que le fait d'évoquer ça, c'est comme s'il avait commencé à remettre le costume et il s'est dit finalement, je l'enlève, tu vois. Ah ouais, pas envie de se remettre, de se replonger là-dedans, c'est ça? Ouais, ou du moins peut-être pas totalement. Alors attends. Moi, je sais pas, au niveau de, ta question, c'était qu'est-ce que ça lui évoque cet écrit? Ouais. Moi, il me parle de beaucoup de rigueur. Je pense que c'était quelqu'un qui était vraiment, pour qui la rigueur était importante. Alors, je sais pas si dans sa famille il y avait des militaires ou des, enfin, au niveau du père ou des arrière-grands-parents, des personnes qui étaient, en tout cas, il me dit que sa rigueur, ça a été quelque chose qui lui a été transmis.
par, par son père ou par... Enfin, c'est par sa famille. C'était le cadre familial qui était comme ça. Et l'écrit me parle de beaucoup de rigueur. Dans l'écrit, il fallait que tout soit... Mettons, s'il parle d'un fait, il faut qu'il soit vérifiable. Il faut qu'il ait... Tu vois, c'est comme si là, tout ce que je te dis, on va le vérifier après. Ça peut être vérifié par l'histoire et c'est important. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je te... Ouais, ouais, oui, il faut que ce soit vérifiable, que ce soit des faits, c'est ça? Ouais, il faut que ça soit des faits, il faut que ça soit qu'on puisse ne pas mettre en doute ce qui est écrit ou ce qui est dit. Je sais pas pourquoi il me parle de la rigueur. Après, c'est comme s'il avait mis quand même pas mal de temps à écrire. Je sais pas sur combien de temps ça a été écrit. A priori, d'après ce qui est indiqué, c'est sur 6 mois, un truc comme ça. Ah ouais, j'aurais dit plus. J'aurais dit ça aurait été un année, tu vois. D'accord. Mm. Alors c'est ce qui a été publié. Voilà, c'est toujours compliqué de savoir entre ce qui a été écrit et ce qui a été Mm. publié, mais ce qui a été publié, ça relate un petit peu, justement, les événements qui se passent dans sa vie dans l'année 40, Mm, mm, après qu'il ait été révoqué par le mm, gouvernement de Vichy en tant mm, que préfet, et avant qu'il s'engage, du coup, au moment où où il va s'engager dans la résistance avec De Gaulle. mm. C'est fou parce que depuis hier, j'arrête pas d'entendre parler de Vichy. Et je me dis, mais quoi, j'entends parler de Vichy, et là, on parle de Vichy. Euh, mais j'ai l'impression que moi, il a écrit plus que ce qui a pu être publié. Enfin, je vois vraiment quelque chose sur, j'insiste, mais je vois vraiment des choses écrites sur des années, tu vois, comme quelqu'un qui tient un journal intime, mais lui, c'est pas un journal intime, c'est un journal de bord. Alors, est-ce que c'est une partie qui a été prise de ce qu'il a écrit? Enfin, tu vois, on peut pas, ça, on pourra pas le... Oui, peut-être que c'est documenté, ça, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas, j'ai pas l'information, mais effectivement, si tu ressens que pour lui, le fait d'écrire, d'écrire un petit peu ce qui était un journal de ce qui se passait dans sa vie, c'était important, c'est ça. Ouais. Et là, c'est toujours cette image-là qui me montre. Je le vois et il me reprojette cette image de la fenêtre avec la vie dehors. Et j'en ai la chair de poule quand je te le dis, donc pour moi, c'est qu'il y a une, peut-être que on interprète mal, enfin, que j'interprète mal ce qu'il me montre, mais pour lui, c'était important. La vie, il écrivait, il y avait la vie dehors, enfin. Je vais lire un tout petit passage, du coup, quelques lignes. Pendant 7 heures, j'ai été mis à la torture physiquement et mentalement. Je sais qu'aujourd'hui, je suis allé jusqu'à la limite de la résistance. Je sais aussi que demain, si cela recommence, je finirai par signer. Et pourtant, je ne peux pas être complice de cette monstrueuse machination. Je ne peux pas sanctionner cet outrage à l'armée française et me déshonorer moi-même. Je sais que le seul être humain qui pourrait encore me demander des comptes, ma mère, me pardonnera lorsqu'elle saura ce que j'ai fait cela, pour que des soldats français ne puissent pas être traités de criminels, et pour qu'elle n'ait pas, elle, à rougir de son fils. Qu'est-ce que ça lui évoque, ce passage? Est-ce que tu ressens des émotions particulières ou... Ah bah là, dès que t'as parlé de la mer, il y a une émotion. Alors c'est pas de la tristesse, c'est comme un mélange de nostalgie, d'envie d'être fière, enfin, qu'elle soit fière de lui, et en même temps se dire, mais c'est bizarre parce que sa mère, c'est comme si lui voulait la protéger comme si c'était son enfant. Je sais pas quelle relation ils avaient, mais en tout cas, quand tu me dis ça, j'en dis un peu à ma mère, mais comme si j'avais envie d'en dire un peu à ma mère, mais en même temps pas trop parce que, comme un enfant, tu vas pas tout lui dire pour le protéger et je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si les rôles étaient en tout cas pour lui, il avait ce besoin de la protéger. Comme si c'était son propre enfant. Est-ce que de là où il est, et avec toute la compréhension qu'il a aujourd'hui de ce qui se passe pour le monde, est-ce qu'il a un conseil à donner euh, bah, aux personnes qui l'écoutent? Moi, ce qui me donne quoi, enfin, ce qui me dit, c'est d'être moins dans l'impulsivité, d'être moins dans le. Parfois, laisser couler, c'est mieux que de s'impliquer trop et d'être trop dans la. Il me montre, tu vois, comme si tu veux, comme quelqu'un qui s'entêterait à cogner une porte parce qu'il a envie d'aller dans cette direction au lieu de voir la porte d'à côté qui est entrouverte, tu vois. Faut pas se buter J'arrive pas à exprimer ce qu'il me montre.
Je me dis des fois laisser couler c'est mieux, ne pas y prêter attention ou ne pas rentrer dans le cercle c'est mieux. Parce que d'être trop dans l'impulsivité, d'être trop dans le moi je vais faire ça ou enfin tu vois dans la combativité c'est pas bon. Je sais pas comment c'est très clair ce que je te dis. Oui, 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 on comprend par là que il y a un côté, bon, lâcher prise un petit peu sur tout ce qui peut se passer et être moins dans le côté à vif, enfin, dans le côté se combattre, d'être voilà, plus dans l'acceptation quelque part. Oui, C'est parce ça? qu'il me dit le fait d'être comme ça amplifie encore le truc et ça l'aggrave, Bien sûr. tu vois. Oui, ça nourrit quelque Alors part. que si voilà, ça nourrit. Et il me dit ça, j'ai peut-être aussi été un peu comme ça moi de mon vivant, mais là où je suis, je me rends compte que parfois laisser couler, ça veut pas dire accepter, ça veut pas dire être OK avec ça. Ça veut juste dire, bah OK, moi je fais les choses de mon côté à ma façon sans nourrir ce truc ambiant et ça peut être tout aussi bien. Est-ce qu'il a un projet de réincarnation? Tu peux me redonner ces dates là de parce que moi je pense pas qu'il va se réincarner de suite. C'est un peu comme s'il y avait eu une overdose là. Ouais, on peut le comprendre. Alors, il est né le 20 juin 1899 et il est mort le 8 juillet 1943. Ah bah tiens, 8 juillet. C'est la date à laquelle on enregistre ce podcast. C'est un truc de dingue. Donc tu m'as dit le 20 juin 1899 et le 8 juillet. Oh c'est dingue ça. C'est un truc de dingue. Bah y a pas de hasard, tu vois. Et au départ j'étais partie sur le chiffre 15. Hein. C'est ouf hein. Alors attends. Je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il jouait d'un instrument, mais j'ai l'impression que alors, soit la musique va être importante dans sa vie. Oui, la musique sera importante dans sa vie dans la prochaine réincarnation. Parce que, tu vois, il me dit j'ai envie d'être sur une dynamique. Alors, oui, il sait qu'il y aura des épreuves et comment dire, il y a un objectif de vie qui est derrière, mais il me dit, moi, dans ma vie future, je veux de la légèreté. Tu vois, et pour moi, la musique sera importante. C'est comme si la musique allait lui permettre de s'échapper. Tu vois, c'est comme les virtuoses, quoi. Enfin, après, peut-être qu'il en sera un, j'en sais rien, mais en tout cas, la musique sera importante. Et alors, attends, parce qu'il essaie de me dire autre chose et je comprends pas bien. Je pense qu'il c'est quelqu'un qui soignera ou qui sera dans le médical, mais je vois plutôt genre des trucs, de la chirurgie poussée ou tu vois, un truc très très minutieux. Et comme si la musique allait être la contrepartie. Ok, je m'incarne pour aider, mais en même temps, moi, j'ai cette partie-là qui m'aide aussi, tu vois. Ok. Et en tout cas, quelque chose de plus léger. Bon, après, on l'imagine facilement par rapport à ce qu'il a pu vivre. Mais en tout cas, un souhait d'une aventure plus légère que ce qu'il a déjà vécu, quoi. C'est ça. Mm, mm. Mais pour moi, il va pas s'incarner tout de suite. Hein. Là, il nous dit pause. Là, c'est comme s'il avait besoin de se ressourcer. Ça serait mentir parce que j'ai l'impression que il est déjà bien comme il est. Mais tu vois, des fois, tu pars en vacances, tu te dis allez une semaine ou deux en rab, ça fera pas de mal. Même si t'es reposé, tu vois, c'est un peu ça. On va le remercier évidemment pour sa présence aujourd'hui. Je reprends donc maintenant la main pour vous donner a posteriori les informations que j'ai pu récolter en écho à ce qui a été dit par Sarah durant cet échange avec Jean Moulin. Il faut préciser en préambule que Sarah connaît le nom de Jean Moulin, mais ne sait pas sur le moment l'associer au personnage historique qu'il a été, ni à ce qu'il a pu faire, bien entendu. La première image qui lui est donnée, c'est celle de Jean Moulin avec un chapeau, et effectivement, si vous connaissez un peu le personnage, eh bien c'est l'une des représentations qui circule le plus de Jean Moulin, donc c'est avec ce chapeau, cette photo de lui. Par contre, il n'y a pas de photo avec un banc. Sarah nous parle ensuite de son affection pour la nature, pour la campagne, et effectivement, avant de devenir ce personnage de la résistance, c'est un homme qui aimait à passer beaucoup de temps dans la nature, il aimait notamment peindre les paysages de Provence. Concernant les circonstances de sa mort, là c'est assez facile parce que c'est plutôt bien documenté, il est en effet mort après avoir été arrêté puis torturé par la Gestapo en juin 1943. Même si ça n'a pas été prouvé, on mentionne souvent qu'il est mort dans le train qui le transportait vers l'Allemagne. Il montre ensuite ses jambes en parlant d'un problème aux jambes,
et notamment à la jambe gauche. Les tortures qu'il a subies, effectivement, ont particulièrement ciblé ses jambes, et en particulier du coup la jambe gauche. C'était d'ailleurs à tel point qu'il n'arrivait quasiment plus à marcher. Sarah nous parle ensuite d'une fille, d'un lien particulier avec une fille. Alors, en l'occurrence, Jean Moulin n'a pas eu de fille. Mais par contre, il a eu une sœur, Laure, de 7 ans de moins, qui était extrêmement proche de lui. Elle a joué un rôle très important dans sa vie et après sa mort. On aborde ensuite le thème de l'écriture. Alors Jean Moulin n'est pas connu spécialement pour avoir laissé des livres ou des ouvrages particuliers. Par contre, il est très documenté qu'il a beaucoup écrit, que c'est une activité qu'il aimait beaucoup. Il a notamment écrit à sa sœur, à sa mère et à sa famille de manière générale. On parle ensuite d'un journal de bord qu'il aurait tenu, et il se réfère ici probablement à un journal qui a été intitulé Premier combat, dans lequel il y décrit ses expériences dans la résistance, ses observations, les difficultés qu'il rencontre, ses réflexions stratégiques sur la guerre, les enjeux politiques de l'époque, etc., etc. Il y avait en effet beaucoup de rigueur dans tout ce qu'il faisait. Vers la fin de ce contact, on parle d'une durée d'écriture. Sarah nous dit qu'elle voit des écrits dans la durée, alors que le journal de bord en question est, lui, sur une courte durée. En étudiant un petit peu plus l'histoire du personnage historique, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup écrit, beaucoup documenté ce qu'il faisait notamment, et il y a toujours eu beaucoup de correspondance avec sa famille. Difficile donc de pouvoir mettre une date ou une durée sur ses écrits. Il mentionne ensuite le fait d'avoir beaucoup déménagé, et Sarah ressent beaucoup d'empressement. Alors ça, on peut le comprendre de différentes manières. Dans sa vie avant la guerre, c'est un homme qui a beaucoup voyagé, déjà initialement de Béziers, sa ville natale, vers Paris, puis à travers ses responsabilités professionnelles au sein de l'administration française, puisqu'il a terminé préfet, il a été amené à beaucoup déménager. Quant à l'empressement, là, a priori, on imagine plutôt qu'il se réfère à sa responsabilité et à son mode de vie durant la résistance, où le déplacement, le fait de bouger, l'empressement, c'était un moyen évident d'échapper à l'ennemi. Sarah mentionne également des regrets suite à des choses qui n'ont pas pu être dites entre lui et une figure maternelle, qu'on suppose être sa mère. Alors ce point, il est difficile à prouver, puisque évidemment on n'a pas d'informations spécifiques à ce sujet. Cependant, il ressort des lettres de Jean Moulin que c'était un personnage particulièrement pudique quant à l'expression de ses sentiments. Par ailleurs, il y avait bien une affection particulière portée à sa mère, parce qu'il y a beaucoup de lettres de part et d'autre. Il y avait aussi des tensions entre eux, et notamment des tensions liées à la pression qu'il ressentait pour répondre aux attentes familiales. Clairement, il voulait être à la hauteur. On évoque en fin de ce contact un instrument. Sarah mentionne que la musique, c'était quelque chose d'important pour lui et qu'elle sera au centre notamment de sa prochaine incarnation. En l'occurrence, j'ai pu vérifier qu'il était passionné de violon, instrument qui a joué un rôle central dans toute la première partie de sa vie. On passe maintenant au deuxième contact. On va du coup, si tu le veux bien, se concentrer sur un prochain numéro, donc de 1 à 30, qui ne soit pas le 16 pour le coup. Allez, je vais dire le 21. Le 21, eh bien, ok. C'est une femme, et elle s'appelle Simone Veil. Allez, tu peux juste me donner sa date de naissance et si tu les as, s'il te plaît. 13 juillet 1927, 13 juillet 1927 et 30 juin 2017. Attends, je fais un peu le tri parce que j'ai l'impression d'avoir une vague de... Tu sais, comme à l'école, la maîtresse, elle pose une question et tout le monde dit moi. Ça me fait un peu ça, je l'ai, et j'ai l'impression d'avoir un brouhaha ambiant. Moi, ce que je ressens, alors j'arrive pas à savoir si c'est elle qui me le dit directement ou si c'est comme si mes guides ils passaient le message. Moi, ce qu'on me montre, c'est comme si elle avait eu un poids sur les épaules à porter, comme si, alors je sais pas si on a fait d'elle ou ça, genre on me montre que c'est comme si c'était depuis l'enfance, comme si tu vois quelqu'un du jour au lendemain on le met en lumière et il se dit bah moi je supporte telle cause, enfin je sais pas comment dire, comme si le poids qu'elle avait sur les épaules, on avait fait d'elle une figure importante ou une figure peut-être comme si on l'avait mis trop en lumière trop rapidement et que d'un coup elle s'était sentie
pas oppressée parce que ça a jamais été le cas, mais comme si elle avait senti toute sa vie qu'elle avait un poids sur les épaules. Ça, on me dit, ça a déjà été depuis l'enfance. J'aurais tendance à dire déjà entre 3 à 5 ans, elle avait déjà ce poids à porter. Alors, je la connais de nom, je connais pas sa vie, mais pour moi, en tout cas, dès l'enfance, il y a quelque chose. Alors, je sais pas si sa famille avait s'il y avait un statut particulier ou, mais en tout cas, dès, pour moi, les 3-5 ans, elle avait un poids déjà sur les épaules et ça n'a fait que s'accroître, que grandir toute sa vie. Mais elle s'en plaint pas. Elle me dit, je suis pas en train de m'en plaindre, mais simplement ça a été quelque chose où j'ai senti ce poids sur mes épaules toute ma vie. Euh, dans tous les domaines, peu importe quel domaine c'était, elle avait ce poids. Parce qu'elle avait l'impression qu'il fallait pas qu'elle échoue, il fallait pas qu'elle montre de la vulnérabilité. Parce que parfois elle disait des choses très profondes et elle voulait que ça soit interprété de la façon dont elle le dit et pas dans la façon dont certains veulent l'entendre. J'ai l'impression, alors je sais pas comment elle était de son vivant, mais c'est comme si elle prenait le temps avant de parler, tu sais, quand on dit il faut tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler, mais c'est comme si c'est quelqu'un qui prenait le temps, tu vois, qui va pas avoir des titres verbaux, parce que tu sais, quand tu as envie de dire quelque chose, tu dis ouais, comme ça. Non, là, elle fait vraiment des pauses quand elle me parle ou quand elle essaie de me transmettre un truc. C'est vraiment grand silence, tu vois, entre deux propos, quoi. C'est marrant, elle, je la vois assise sur un canapé. Enfin, c'est pas vraiment un canapé, c'est les... Ah, j'ai plus le nom en tête. Bref, bon, ça fait comme un canapé. Je sais pas sur la fin de sa vie si elle a été... tu sais, tu connais un peu ou pas? Si peut-être tu pourras me dire. Est-ce qu'elle a eu des problèmes au niveau respiratoire à la fin de sa vie? Août 2016, elle est effectivement hospitalisée pour détresse respiratoire. Parce que je sens, j'étouffe, enfin, tu vois, comme quand tu dois prendre une grande inspiration pour respirer parce que t'arrives pas, quoi. T'as l'impression que t'as peu d'oxygène qui rentre à chaque fois que tu... C'est ce qu'on me montre. Je sais pas pourquoi. Ça a été dur parce que je sais pas si elle était en train d'écrire quelque chose ou si elle se lançait dans un nouveau projet à la fin de sa vie. Euh, mais elle me dit ça m'a fait perdre du temps. C'est pas tant sa santé qu'elle me montre, c'est ça m'a fait perdre du temps, cette détresse respiratoire. Alors est-ce qu'elle était en train de faire des écrits ou je sais pas, ou un nouveau projet, mais elle me dit ça, c'était une perte de temps, ça m'a fait perdre du temps. Euh, Attends, parce que c'est flou, j'ai l'impression d'être comme dans une cour d'école et elle me parle, mais en même temps j'ai tout le monde qui crie sur les côtés. Attends, excuse-moi. Tu sais si elle parlait plusieurs langues? Parce que bon après c'est pas hyper important, mais je sais pas, elle me parle des langues comme si euh, la subtilité des langues. Alors, je sais pas pourquoi elle me dit ça. D'accord. Alors après, elle était à l'Académie française sur la fin de sa vie, tu sais. Donc il y avait il y avait quelque chose en lien avec effectivement le verbe, l'expression, le. Mm. Mais ça, elle continue de l'autre côté. C'est comme si elle avait pas lâché ce truc-là. Ouais, pour moi, c'est comme si elle était en train de continuer à, tu vois, comme si elle y allait. Enfin, tu sais, quand t'es décédé, tu peux aller où tu veux. Bah, c'est comme si elle continue à y aller. Et je pense vraiment qu'elle va continuer dans cette. Attends, parce qu'elle me dit non, j'ai pas compris. Il y a un truc avec justement l'Académie française. Donc ça, elle me dit oui. C'est continuer à y aller, continuer à œuvrer pour. Parce que je pensais qu'elle allait aider des personnes à soit intégrer ça ou soit. Mais non, elle me dit qu'elle allait continuer à œuvrer pour cette académie, mais pas forcément diriger les gens ou les aider. Alors je sais pas dans quelle mesure elle va. Mais en tout cas, c'est comme si ce lieu, cette académie, c'était important pour elle et que même si elle était décédée, elle continuait d'être là-bas. C'est une cause qui lui tient à cœur et c'est important pour moi. C'est une âme qui a beaucoup d'incarnations en lien avec la littérature ou le savoir. Tu vois, comme il y en a, ils vont beaucoup s'incarner dans la musique. Elle, c'est le savoir, ces choses-là.
Et elle me dit, là où je suis, je peux faire plus, je peux faire mieux. Donc, pour moi, elle non plus, elle va pas s'incarner de suite. Ouais, c'est-à-dire qu'elle a une action importante, mais en étant désincarnée, c'est ça? Ouais, mais quand j'essaye de lui poser des questions pour savoir si elle dirige des gens, enfin, à faire des choses pour pouvoir y contribuer, elle me dit non. J'arrive pas à comprendre dans quelle mesure, mais elle me dit, elle œuvre pour cette académie. En dehors de l'académie et de ce lien du coup à la littérature et à ces sujets, est-ce qu'il y a de ce qu'elle a pu faire dans sa vie quelque chose qui est encore voilà qu'elle juge comme étant important pour elle? Moi, au départ, elle me parlait de la famille. Alors, je sais pas si elle a une grande famille ou si elle a eu des enfants, mais elle me parle de la famille. La famille, c'est important. La famille, c'est un noyau. On doit le chérir. La famille, ça, alors, je sais pas comment elle était, parce que je connais deux noms et enfin, je connais pas la personne suffisamment pour, mais pour moi, c'est comme si c'était quelqu'un qui avait la capacité d'aimer, mais d'un amour profond et sincère, mais qui n'allait pas forcément le montrer, tu vois. Et ça, j'en ai la chair de poule. C'est comme si elle me dit oui, j'aurais pu être plus, mais en même temps, moi, ça me suffisait. Enfin, c'était moi, quoi. Et la famille, c'est important. Elle me dit, c'est pas tant les mots, c'est les actions. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui est démonstratif. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on me montre. Après, je sais pas, ses proches pourront peut-être confirmer ou pas, mais moi, je vois quelqu'un vraiment de pas démonstratif, mais ça veut pas pour autant dire que l'amour, il est pas à l'intérieur. Tu vois. Ouais, tout à fait. Et pourtant, effectivement, alors c'est effectivement une personne qui a été très entourée dans sa vie, avec un noyau familial très important. Et en même temps, on ressent bien à travers son énergie que c'est quelqu'un qui toujours a été un peu dans une certaine posture et avec de la difficulté peut-être à montrer une certaine affection, ou avec probablement une distance, quoi. Moi, elle me parle de détachement. Elle me parle de détachement, mais en même temps, de ce que je ressens et de ce qu'elle me dit, l'amour, il est profond, il est là. Mais il faut pas montrer. C'est comme, je sais pas pourquoi, je pense à Geneviève de Fontenay, tu vois, avec son chapeau, son allure toujours droite, toujours à regarder à quoi elle ressemble, s'il n'y a pas un truc de travers. Bah, j'ai un peu l'impression que c'est ça, mais en euh, moins important. Enfin, il fallait toujours faire attention à soi, à être bien, euh, au paraître, mais en même temps, c'est pas tellement du paraître, c'est juste, c'est un peu comme c'était son bouclier, sa façade, c'était comme ça, c'était comme ça, et puis c'est tout. Et pour moi, elle a aucun regret d'avoir été comme ça. S'il fallait recommencer, elle aurait agi pareil. Et pour autant, pour elle, la famille, c'est important. Elle me parle vraiment de noyau, il faut le chérir, il faut en prendre soin. On sent une grande sagesse. Tu vois, on sent une énergie très par rapport à. Alors, c'est pas du tout une comparaison par rapport à Jean Moulin qu'on a eu avant, mais on ressentait beaucoup plus de détachement. Là, on sent quand même qu'il y a une envie d'implication, une envie de, tu vois, une envie de transmettre un petit peu ce qu'elle était à travers ce qui se passe aujourd'hui. Pour moi, c'était une âme qui a beaucoup vécu. Alors, je sais pas si elle s'intéressait à la spiritualité ou pas, mais en tout cas, pour moi, il y a une partie d'elle qui, je sais pas si elle canalisait ou, mais il y avait une connexion. Pour moi, c'est une âme qui a du vécu, pour moi, elle fait partie des vieilles âmes. Et on sait justement, en tant que vieille âme, ce qu'elle était venue transmettre, ou parce que souvent les vieilles âmes, elles ont des missions comme ça un peu collectives. Est-ce que elle avait ce genre de choses, et si oui, c'était dans quel état d'esprit en fait, dans quelle idée? Alors, par rapport au collectif, je sais pas, mais ce qu'elle me dit, c'est comme si elle était venue reprendre le dessus sur une situation. Elle avait besoin d'avoir le contrôle. Il y a vraiment ce truc de j'ai besoin de maîtriser, j'ai besoin de contrôler. Et j'arrive pas à déterminer si c'est par rapport. J'ai l'impression que ça se mélange. C'est comme si c'était en lien avec une incarnation passée et en même temps c'est en lien avec le collectif. Alors est-ce qu'elle a été une figure importante pour moi? Elle a été une figure importante euh, qui a pu mener des gens vers quelque chose de pas forcément. C'est pas forcément beau. C'est comme si elle avait été une figure importante qui avait pu avoir des opinions tranchées à une époque, ce qui a fait que bah ça a eu des impacts importants sur les autres.
Et là, c'est comme s'il y avait cette volonté de prendre du recul, d'avoir vraiment cette sagesse et de pas être justement dans l'impulsivité, tu vois, de dire il faut faire ça, on va faire ça. Euh, Après, c'était pas quelqu'un de mauvais pour moi dans son incarnation d'avant, mais c'est comme s'il fallait prendre le recul. Tu vois, c'est ce que je te dis. Quand elle me parle ou qu'elle me dit des choses, il y a des longs silences, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de tics verbaux. Quand je parle, je sais ce que je vais dire. Après, je sais pas si elle était comme ça de son vivant, mais en tout cas, euh, Oui, elle l'était effectivement. Mais c'est vrai que par contre, elle a été une figure emblématique et notamment politique pour des projets d'envergure et notamment tout ce qui est en lien avec l'interruption volontaire de grossesse, ce qui est un projet qu'elle a vraiment porté et qui lui a valu beaucoup de critiques à l'époque. Faut se remettre dans le contexte de l'époque dans laquelle elle l'a porté ce projet. Donc oui, on peut comprendre qu'il y a eu une notion de combat ou en tout cas d'engagement et qu'aujourd'hui elle est vraiment beaucoup plus dans une sorte de sagesse, c'est ça? Un peu ce qui a caractérisé plus la fin de sa vie pour le coup. ouais, moi c'est ça. Là, tu vois, autant cet épisode-là, bah maintenant que tu me le dis, c'est vrai que j'avais oublié, mais elle me met pas en avant ça. Elle me montre vraiment le fait de prendre du recul sur les choses et ouais, c'est la sagesse. Enfin, j'ai l'impression que c'était ça qu'elle était venue. C'est pas elle avait pas de sagesse, mais dans cette incarnation-là, ce qu'on me montre, c'est qu'elle avait besoin de réussir à prendre du recul sur les choses et ne pas être dans cette énergie de, il y a ça qui m'arrive, je réponds de suite, tu vois. Je suis dans l'impulsivité, c'est je prends le recul, ok, ça m'atteint, ou ça c'est grave, ok, comment faire pour contrer ça, ou pour aller au-delà. Il y a vraiment enfin, c'est ce qu'elle me montre, moi. Un peu comme on a fait avec Jean Moulin, j'aimerais bien qu'elle nous partage le conseil qu'elle aurait envie de donner à toutes les personnes qui vont l'écouter à travers cet épisode. Là, ce qu'elle me dit, c'est de pas avoir peur de ses opinions et de pas avoir peur d'écouter. Alors elle me dit pas cette intuition, elle me dit cette flamme intérieure qu'on peut avoir en soi, ne pas mettre ça en sourdine, ne pas l'étouffer. Quand on croit profondément en quelque chose, il faut se battre pour ça. Tu vois, c'est ce qu'elle me dit. Mais elle me parle de flamme à l'intérieur. Elle me dit, il faut pas l'étouffer, il faut vraiment l'écouter. Et même si on se met des gens à dos, même si on a l'impression qu'on va pas y arriver, il faut s'écouter parce que c'est ça qui montre qu'on est sur la bonne voie finalement. Ok, très bien. Eh bien, on va remercier très sincèrement Simone Veil et son énergie et tout ce qu'elle a pu nous partager aujourd'hui à travers ce contact. Alors, je reprends à nouveau la main pour vous en dire plus sur les informations que j'ai pu récupérer, a posteriori donc, de qui était Simone Veil. Ici aussi, il est important de préciser en préambule que Sarah connaît le personnage de Simone Veil, bien évidemment, le personnage public, sans pour autant connaître le détail de son histoire. Le premier élément qui ressort de cet échange, il fait état d'un poids sur ses épaules qui a duré tout au long de sa vie. Et effectivement, on peut dire qu'elle a porté un fardeau assez lourd. Elle a d'abord survécu à la Shoah, quand le reste de sa famille, quasiment toute sa famille, allait mourir. Elle est devenue une figure politique emblématique, portant un engagement social très fort, notamment avec la légalisation de l'avortement en 1975. Et puis à l'époque, il faut se rappeler qu'il n'y avait quasiment aucune femme en politique. C'était un monde très sexiste. Elle a d'ailleurs subi beaucoup de pression, beaucoup de critiques. Bref, on peut dire de sa vie que, en tout cas d'une grande partie de sa vie, qu'elle a été dans un combat perpétuel. C'était effectivement une femme avec une réflexion profonde, connue pour mesurer ses propos. C'est quelque chose qui ressortait clairement dans ses interventions publiques et qui dénotait aussi de tout ce qu'on pouvait entendre par ailleurs à l'époque. Sarah parle ensuite de sa fin de vie et de problèmes respiratoires. Et c'est en effet le cas puisque en fin de vie, Simone Veil a été hospitalisée à plusieurs reprises pour des affections respiratoires. Sarah mentionne ensuite que ses problèmes de santé l'ont empêchée dans ses projets. Il y a a priori en effet un livre autobiographique intitulé Une vie qu'elle n'a pas pu terminer, même si des extraits de ce livre ont pu être publiés. Simone Veil parlait en effet plusieurs langues puisqu'elle maîtrisait l'anglais et l'italien, ce qui a été un atout précieux dans sa carrière politique et diplomatique à l'échelon européen. On parle ensuite des valeurs de famille qui lui étaient chères, et en effet, la famille Veil, connue en tant que clan,
était structurée autour de Simone Veil et de son mari, de ces grandes réunions de famille notamment. Je me souviens d'ailleurs d'avoir vu un reportage sur ce sujet lorsque j'étais un peu plus jeune. Simone Veil a toujours priorisé sa famille malgré toutes les sollicitations extérieures. C'était vraiment pour elle un socle majeur. Par ailleurs, on parle aussi d'une sorte de réserve, d'absence de démonstration d'affection avec sa famille, et c'est vrai qu'elle a souvent été décrite comme une personne assez réservée, probablement liée à son parcours, ce qui l'a rendue distante d'un point de vue émotionnel. Eh bien encore merci à toi de t'être prêté à cet exercice si particulier. Simplement, question sur l'aspect pratique, comment tu te sens toi dans cet exercice-là? Bah, c'est délicat parce que j'ai toujours envie de transmettre au mieux ce qu'on me dit. Puis il y a aussi le mental, tu sais, moi en tant que personne, je me dis est-ce que c'est vrai ce qu'on me dit? Est-ce que je suis pas en train d'inventer? Est-ce que c'est pas par rapport à ce que je sais de ces personnes? Euh, mais bon, après, t'as des éléments qui arrivent et qui sont vérifiables. Donc oui, c'est une position qui est un peu délicate, mais en même temps, j'aime beaucoup faire ça. Comment tu arrives à faire la distinction entre quand c'est eux qui vont te montrer des choses et quand c'est tes guides qui te donnent un peu le contexte d'explication? Alors, bah c'est là, ça dépend des fois, mais là, tu vois, par exemple, c'est comme si je les avais devant moi et j'entends parler comme s'ils étaient devant moi. Et quand c'est mes guides, c'est comme si j'avais deux personnes de chaque côté qui me murmuraient des choses. Donc c'est pas la proximité de ce qu'on va me dire n'est pas la même. Et c'est ça qui me permet d'identifier. Très bien. Eh bien, encore une fois, merci à toi et merci évidemment à tous les auditeurs et comme toujours pour votre écoute fidèle. Merci à toi, Xavier.